Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live Amarissimo, sur la location meublée. Aujourd'hui, je suis Gaëlle en charge des événements chez Amaris Group et je suis accompagnée d'Aurélie. Bonjour Aurélie, Bonjour Gaëlle, bonjour tout le monde. qui est donc responsable partenariat Amaris Group et experte sur la location meublée et toute la partie immobilière chez nous, qui va donc aujourd'hui vous présenter, tu vas refaire un petit topo Aurélie sur tout le b.a-ba de la location meublée et les bases à bien connaître pour s'engager dans cette activité. C'est tout à fait ça. Donc, aujourd'hui, l'objectif, hein, c'est une petite session pour tout savoir sur la location meublée. On abordera alors je vais vous dérouler rapidement le programme peut-être avant que, Gaëlle, rentre dans Ouais. les sujets pratico-pratiques et ça laisse les personnes, le temps aux personnes de se connecter. Notre programme de cette session, ce sera les différents types de location meublée. Pourquoi, quand, comment se lancer en location meublée? Quelles sont les démarches à réaliser? Est-on location meublée non professionnelle ou professionnelle? Le sujet des cotisations sociales, le micro-BIC, le réel, quelle est la meilleure option? À quel moment dois-je être accompagnée et qui peut me conseiller? Voilà les grands sujets de cette heure pour laquelle on va passer ensemble. Donc un programme, assez dense, mais Aurélie va faire en sorte en tout cas que ce soit, le plus clair possible. J'en profite justement pour vous rappeler un petit peu, l'outil si vous ne le connaissez pas, vous avez à votre disposition un chat. Je vois que vous êtes beaucoup, à nous souhaiter le bonjour, donc bonjour à tous. N'hésitez pas via ce chat à poser vos questions à Aurélie durant la présentation. Aurélie, tu as un œil, hein, si je dis pas de bêtises sur le chat, donc tu essaieras tant que possible d'y répondre, en temps réel. Vous êtes très nombreux aujourd'hui, donc déjà on vous en remercie. Donc on fera au mieux. Aurélie en tout cas fera au mieux. Et puis sachez que si vous devez vous absenter en cours de présentation, celle-ci vous sera envoyée, le replay vous sera envoyé dès lors qu'elle sera terminée sur le mail avec lequel vous vous êtes inscrit. Donc pas d'inquiétude si vous voulez visionner la fin ou bien même revisionner ce que vous aurez déjà vu, ce sera tout à fait possible. Écoute Aurélie, je pense on va pouvoir démarrer. Bon, très bien. Donc effectivement, j'essaierai de regarder les questions dans le chat ou alors on essaiera de prévoir un petit moment à la fin. Je vous cache pas que je ne sais pas encore comment on va s'adapter en tout cas, au fil de l'eau. Donc c'est parti, cette petite heure ensemble sur la location meublée. C'est toujours un peu, difficile, d'en parler sur seulement 1 heure puisque c'est un vrai sujet. C'est en même temps assez simple de prime abord et puis quand on rentre et qu'on creuse dans le sujet de la location meublée, eh bien, il y a plein de points, techniques qui ont leur importance et quand on ne connaît pas forcément l'audience, donc les personnes qui sont enfin, nos auditeurs, pardon, eh bien, on ne sait jamais si on est suffisamment technique ou pas assez. Donc, je vais essayer de m'adapter à tout le monde. Gaëlle, il y a un petit message qui s'affiche. Je ne sais pas si Oui, tu le vois. ouais, OK. je suis en train d'essayer de gérer justement. Ouais, OK. Hop, Je Excusez-nous, on a un petit message qui s'affiche et j'essaye de voir. Oui, en effet, voilà. oui, normalement ça Bon. doit être bon. Très bien. Alors, brève présentation du groupe. Amarissimo fait partie d'un groupe d'expertise comptable qui s'appelle Amaris, qui a été créé par Claude Robin en 1999, qui compte aujourd'hui 300 collaborateurs pour près de 23 millions d'euros de chiffre d'affaires. Au sein de nos activités, on a de l'expertise comptable de proximité avec une structure qui s'appelle Amaris Contact, cabinet d'expertise comptable en ligne pour les consultants freelance Amaris Direct, et puis Amarissimo qui nous amène aujourd'hui à discuter du sujet de la location meublée, pour lequel on accompagne uniquement des clients investisseurs, essentiellement des loueurs en meublé, puisqu'ils ont des obligations administratives pour lesquelles on est en capacité d'y répondre. Loueurs en meublé non professionnels ou professionnels, on accompagne les transformations de logements vides en location meublée, la déclaration des revenus fonciers pour certains de nos clients investisseurs en Pinel, dispositif monument historique,
ou autres. Et aussi, puisque nous avons des activités pluridisciplinaires au sein du groupe, nous avons la possibilité d'accompagner nos clients investisseurs dans la création de sociétés qui vont héberger de l'immobilier, donc des SCI, SARL de famille, éventuellement et plus accidentellement, je dirais des SAS. Donc on les accompagne tant dans la constitution que dans la gestion comptable et fiscale. Et pour info, Aurélie, je Amarici, te coupe, excuse-moi, c'est bon, oui. j'ai réglé le souci, donc les gens vont pouvoir nous rejoindre encore plus nombreux. Bon, super. Amarissimo, c'est aujourd'hui 60 collaborateurs pour servir près de 15 000 clients et près de 22 000 lots. Nous avons la chance d'accompagner chaque mois de nouveaux clients et on a un trend d'acquisition qui est très important puisqu'on a en moyenne 500 nouveaux clients investisseurs qui nous rejoignent et plus précisément, le mois dernier, on a dû faire 550 loueurs de meublés. Donc, ce qui est une belle performance et ce qui nous montre aussi tout l'intérêt de l'investissement en location meublée. La location meublée se démocratise effectivement pour répondre à des besoins marché et c'est ce qu'on va voir à travers cette présentation. Pourquoi, quand, comment se lancer, quelles sont les démarches et puis quels sont les impacts fiscaux et sociaux qu'on peut avoir en choisissant la location meublée. Alors, tout d'abord, pour y répondre, il y a un premier point qui me semble très, très important parce que parfois, en discutant avec les investisseurs, on entend tiens, j'ai investi en LMNP et pour eux, ils parlent de résidence service, résidence étudiante, résidence senior, EHPAD, résidence de tourisme, tourisme d'affaires. On est dans des concepts avec des opérations qui sont montées par des promoteurs immobiliers pour lesquels il y a un gestionnaire exploitant qui est choisi et qui va s'occuper de sous-louer la résidence. Dans ce contexte-ci, en fait, il va proposer des services, le loueur va être assujetti à la TVA, va même récupérer la TVA sur son investissement immobilier et donc il est d'usage de dire qu'on investit en LMNP. Et quand on échange avec ces investisseurs, eh bien, parfois on découvre qu'ils sont déjà LMNP par ailleurs, mais qu'ils ne connaissaient pas les règles qui étaient liées à leur investissement immobilier et donc qui n'avaient pas fait les démarches nécessaires. Alors, tout ça pour vous dire que quand on fait de la location meublée, eh bien, on a différents modes de gestion. Et dès lors qu'on est en résidence de service, comme je viens de l'évoquer, dès lors qu'on fait de la location meublée dans un appartement traditionnel, donc on y met le mobilier nécessaire, dès lors qu'on loue une chambre, une partie de son logement à une personne qui va y élire domicile ou pas d'ailleurs, juste pour un court séjour, dès lors qu'on fait de la location Airbnb, de la colocation meublée, qu'on loue sa résidence secondaire ou qu'on a un gîte qu'on loue en location meublée, eh bien, nous réalisons de la location meublée. Et nous devons donc déclarer ces revenus en location meublée, soit non professionnelle ou professionnelle en fonction de certaines situations. Donc ça me semble assez important de le rappeler que lorsqu'on a cette activité-ci, eh bien, on a une activité avec plusieurs types de biens si vous avez plusieurs biens immobiliers différents. Qu'est-ce que c'est qu'une location meublée? Il y a 2 définitions aujourd'hui sur lesquelles on peut s'appuyer. La première, c'est la loi du 6 juillet 1989, celle qui, encadre les baux d'habitation, qui explique qu'une location meublée, eh bien, c'est un logement décent qui est équipé en mobilier en nombre et quantité suffisant pour permettre aux locataires de pouvoir y vivre, dormir et manger, et d'y vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. Par ailleurs, le BOFIP donne aussi une définition de la location meublée qui indique que le régime fiscal de la location meublée est réservé aux locaux qui comportent tous les éléments mobiliers indispensables à une occupation normale par le locataire. Donc, dès qu'on répond sur ces 2 critères-ci, eh bien, on se retrouve dans le contexte de la location meublée. Et d'un point de vue fiscal, eh bien, la location meublée est considérée comme une activité qui est dite commerciale et donc les revenus locatifs ne sont pas déclarés dans les revenus fonciers comme on a l'habitude de voir, mais ils sont déclarés
et peu importe le territoire. Effectivement, qu'on soit en milieu rural ou qu'on soit, sur un territoire plus tendu, la location meublée a tout son intérêt. Pourquoi? Parce que dans des accidents de la vie, dans des divorces, séparations, dans des décès, on peut parfois être rapidement amené à chercher une solution d'hébergement et le fait d'avoir une solution meublée répond à un besoin. Très peu de biens sont meublés ou peut-être trop peu de biens sont meublés. Les personnes qui sont en mobilité suite à des mutations, des étudiants ou des personnes qui cherchent des doubles résidences également, ont un besoin, de location meublée. Et puis, tout simplement, aujourd'hui, on a, un changement dans nos modes de vie et dans notre manière de consommer le logement. Les personnes en ont marre des déménagements, n'ont pas envie de gérer la gestion du mobilier, n'ont pas envie de changer de mobilier non plus, systématiquement et aiment pouvoir louer tout simplement des biens complètement meublés. Alors après, il va y avoir des positionnements en tant qu'investisseur à prendre. Est-ce qu'on souhaite rentrer dans le schéma du LMNP et donc être loueur en meublé, d'un point de vue fiscal? Ou alors est-ce qu'on cherche vraiment à se positionner sur un marché et vraiment aller chercher de l'équipement haut de gamme, quitte à avoir un loyer un peu plus, important? Donc ça, c'est un positionnement qu'on doit prendre à un moment, au moment de se lancer. Enfin, quand on est investisseur, la location meublée présente 2 gros avantages, voire 3 gros avantages majeurs. Le premier, c'est que vous avez plus de souplesse dans votre gestion parce que vous, en tant que propriétaire, vous vous engagez sur une durée de 9 mois pour l'étudiant ou 1 an. Ça veut dire que tous les ans, votre bail va pouvoir se reconduire et tous les ans, si vous le souhaitez, vous pourrez tout simplement résilier votre contrat pour vente au lieu des 3 ans sur un bail classique en location vide. Et les investisseurs aiment se sentir libres, d'où, une première réponse qui est apportée par cette durée, du contrat de location un peu plus court. Évidemment, pour le locataire, ça ne change rien. Il a bien une durée d'1 an, mais le contrat se renouvelle tacitement dès lors qu'il n'est pas dénoncé. On a plus de garanties également puisqu'on va pouvoir demander jusqu'à 2 mois de dépôt de garantie contre 1 mois en location vide. Mais enfin surtout parce que fiscalement, eh bien, vous avez beaucoup plus d'intérêt à choisir la location meublée que la location vide. En effet, en location meublée, on a tendance à dire que dans la plupart des cas, nous on le constate chez Amarissimo, 90% de nos clients ne payent plus d'impôts sur le revenu locatif dès lors qu'ils optent pour la location meublée. Donc, si vous faites de la location meublée, eh bien, n'hésitez pas à vous poser les bonnes questions, des options fiscales à choisir. Beaucoup d'investisseurs, je crois que c'est 87% d'entre eux, sont au régime du micro-BIC parce qu'ils méconnaissent les options pour le régime réel et donc passent à côté d'une économie d'impôt très importante. Quand et comment se lancer? Lorsqu'on décide de faire de la location meublée, soit vous le faites dès l'acquisition du bien immobilier, vous êtes en pleine acquisition et donc là, vous faites, le choix. Mais, ou après un dispositif fiscal. Véritablement, lorsqu'on fait, l'acquisition, d'un bien immobilier via un dispositif tel que le Pinel, eh bien, on va bénéficier de dispositifs de réduction d'impôt et sorti de ces dispositifs, eh bien, vous avez la possibilité de basculer en location meublée ou dès lors que vous avez un changement de locataire. Évidemment, vous pouvez modifier, enfin basculer de la location vide à la location meublée uniquement avec un changement de locataire. Si vous le faites avec un locataire en place, ça nous paraît très surprenant. Il faudrait avoir une véritable motivation, mais si la motivation est uniquement fiscale, eh bien, vous êtes dans l'abus de droit. Donc, ce n'est pas possible. Alors, sauf à ce que votre locataire vous fasse une demande express de basculer en location meublée, mais faudrait-il qu'il y ait des motivations suffisamment importantes pour que ce soit légitime. Donc, le passage de la location vide à la location meublée se fait au changement de locataire. Et à ce moment-là, comment fait-on? Eh bien, il suffit simplement de réunir les 2 éléments, c'est-à-dire un contrat de location meublé et les éléments matériels, la liste du mobilier
obligatoire. La liste du mobilier obligatoire, elle est désormais publiée par un décret depuis la loi Allure et ce décret a vu le jour le 31 juillet 2015. Donc, vous devez impérativement fournir l'ensemble des éléments qu'on va voir après. Vous allez voir, c'est seulement 11 éléments. 11 éléments, dont une literie avec une couette ou couverture, dispositif d'occultation dans des pièces à coucher, plaque de cuisson, four ou four à micro-ondes, réfrigérateur et congélateur, ou au minimum un réfrigérateur doté d'un compartiment qui permette de disposer d'une température inférieure ou égale à -6 degrés, la vaisselle nécessaire pour la prise des repas, les ustensiles de cuisine, table et sièges, étagères de rangement, luminaires et le matériel d'entretien adapté aux caractéristiques du logement. Si on a un sol dur, balai serpillière. Si on a une moquette, on va prévoir un aspirateur. Il est extrêmement important de respecter cette liste conformément au décret. À défaut, en cas de manquement d'un seul des éléments, et vous vous exposer à un risque de requalification. Et le risque le plus important va plutôt se trouver au niveau du réfrigérateur et du congélateur. Assurez-vous bien qu'on a bien un compartiment fraiseur. À défaut, fournissez les deux, puisque seulement un élément manquant et vous vous retrouvez en location vide. Je vois une remarque d'Audrey qui indique en cas de maison avec un jardin, faut-il fournir la tondeuse? Absolument pas. La liste que vous voyez, c'est la liste minimale. C'est vraiment le mobilier minimum à fournir. Évidemment que certains d'entre vous peuvent aller au-delà si vous le souhaitez, mais ça, c'est un positionnement que vous décidez d'avoir. Vous pouvez très bien fournir la télé, le canapé, tous les éléments que vous souhaitez. En revanche, si vous avez un locataire qui vous dit: «Beh, moi, la literie ne m'intéresse pas, j'ai déjà ma literie», eh bien, il en fait son affaire personnelle, qu'il le stocke, il vous le restitue à la sortie, mais ne vous arrangez pas avec le locataire en disant: «Effectivement, je retire le lit et puis on le remettra au prochain logement». Non, puisque vous sortez du dispositif de la location meublée. Donc il est vraiment important, vous fournissez le mobilier en l'état, charge à l'occupant d'en faire son affaire personnelle et de le gérer en bon père de famille pendant toute la durée de la location. Je vois également une petite remarque d'Audrey qui disait juste avant, enfin, les avantages font rêver, mais quels sont les inconvénients? Alors, je vois la question maintenant, donc je la prends tout de suite. Je dirais que d'un point de vue locatif, l'inconvénient pourrait être peut-être un turnover un peu plus important, sous réserve d'être vraiment dans de la location meublée, peut-être, enfin, tout équipé. Pourquoi? Parce que si on regarde vraiment la liste du mobilier versus un autre logement, eh bien, on a très peu de choses. Aujourd'hui, très souvent, vos locations, même vides, ont une cuisine aménagée avec les équipements qu'on vient de citer. Les volets roulants ou les volets persiennes sont systématiquement proposés également. Donc vraiment les points différenciants sont la literie, la cuisine, les ustensiles de cuisine et la vaisselle, éventuellement table et siège. Pour tout le reste, il n'y a pas de différenciation véritable. Donc, de ce point-là, on on n'a pas forcément un turnover plus important parce qu'on est en location meublée si on a le minimum. En revanche, si on est sur des prestations très complètes et qu'on va aussi chercher un prix un peu plus important pour, justifier de ces prestations mises à disposition, ben, on a peut-être le risque de rencontrer un turnover un peu plus important. Y a-t-il des précisions sur le matelas? Non, absolument pas. On peut très bien, si on a 3 chambres, ben, prévoir, heu, 3 lits, d'une personne. Ce n'est pas précisé. On doit juste avoir le mobilier adapté aux caractéristiques des logements. Évidemment, si vous avez une maison avec 3 chambres, eh bien, il va falloir fournir à minimum, 6 assiettes. On ne va pas être sur 2 assiettes, 2 bols. Ça ne va pas correspondre. Je vois une question de Fanny. Le bailleur est-il responsable pour les réparations? Alors, tout ce qui est lié à l'entretien du logement et les réparations que de vous, enfin, que vous devez, enfin, que l'occupant doit supporter, s'il y a quelque chose qui est cassé, qui est dégradé et qui incombe au locataire, il appartient donc au locataire de supporter cette dépense et de vous remettre le bien dans l'état qui lui a été confié. S'il casse une assiette, eh bien, il doit vous
remplacer cette assiette ou alors il y a une retenue sur le dépôt de garantie. En revanche, si on a une literie qui a 10 ans et qui est complètement HS, eh bien, vous ne pourrez pas évidemment l'opposer au locataire. On rentrera dans la vétusté et ce sera donc à vous de changer et de penser au remplacement de la literie au bout des 10 années que je viens de citer. Peut-on louer par nous-mêmes alors que nous avons donné la gestion à une agence? Alors là, on sort un petit peu du contexte, mais dès lors que vous dénoncez votre mandat de gestion, vous pouvez tout à fait heu, vous orienter, enfin reprendre en main la gestion locative. Alors, d'ailleurs, je fais une petite précision. Parfois, les agences immobilières ne sont pas forcément à l'aise avec la location meublée. Moi-même, quand j'ai débuté il y a 20 ans dans la location meublée, j'ai débuté dans une agence immobilière. Et parfois, j'avais déjà des investisseurs qui m'interrogeaient entre la location vide et la location meublée et me disaient: «Qu'en pensez-vous?» Et à ce moment-là, moi, j'avais uniquement mon œil d'agent immobilier qui se disait: «Ah là là, un état des lieux avec beaucoup plus de choses à comptabiliser. Moi, qu'il soit loué meublé ou vide, j'ai pas de difficulté pour louer, donc faites en vide, ça va être plus simple pour moi. Pourquoi? Parce que dans mon métier de gestionnaire, locatif, eh bien, je n'avais pas à l'esprit, je n'avais pas suffisamment à l'esprit l'intérêt fiscal. Et donc, je n'étais pas dans le conseil fiscal et j'étais vraiment focus sur mon activité et mes états des lieux à réaliser. Après, aujourd'hui et maintenant, je dirais, on a un vrai marché sur la location meublée, ça se structure et on a des agences immobilières qui se spécialisent sur ces secteurs. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas à vous orienter vers des professionnels qui font de la location meublée. Alors, concernant les contrats, quel type de contrat doit-on, fournir quand on fait de la location meublée? Eh bien, tout dépend de l'activité locative que vous avez. Si vous avez un bien destiné à l'habitation, nous sommes sous la réglementation de la loi du 6 juillet 1989, comme la location vide, avec un bail type depuis la loi Allure, donc vous avez un contrat type à respecter, ou alors, vous avez le bail mobilité, puisque depuis la loi Elan, vous savez que vous avez la possibilité de louer sur de la courte durée entre 1 à 10 mois pour des biens pour des personnes pardon, qui seraient en mobilité professionnelle, hein, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, d'une mutation professionnelle, d'une mission temporaire. En tout cas, dès lors qu'on rentre dans ce cadre-ci, on va pouvoir avoir un bail mobilité de 1 à 10 mois renouvelable sans pouvoir excéder la période des 10 mois, sinon on tombe dans le bail d'habitation classique. En revanche, si on fait de la location saisonnière, nous sommes sur un contrat de courte durée réglementé par le Code civil pour lequel le contrat en lui-même avec une même personne ne pourra excéder les 90 jours. Vous pouvez bien évidemment faire de la location saisonnière 365 jours sur 365, dès lors que vous êtes sur un territoire qui vous l'autorise. On va le voir tout à l'heure, hein, quelles sont les démarches spécifiques pour la location saisonnière. Mais vous ne pouvez pas louer à une même personne plus de 90 jours un contrat de location en contrat de location saisonnier. Quelles sont les démarches à faire lorsque vous souhaitez donc faire de la location meublée? On l'a vu, on doit avoir le mobilier nécessaire et ensuite avoir un contrat qui soit adapté à la location meublée, qui précise qu'on est en location meublée. Et ensuite, en tant que loueur, vous avez des démarches. Vous devez absolument déclarer cette activité auprès du greffe. D'ailleurs, cette démarche peut se faire en ligne aujourd'hui sur infogreffe.fr. Vous avez une démarche, un onglet qui s'appelle Mes démarches, un onglet spécifique pour la location meublée non professionnelle qui relève du CFE et que vous devez faire dans les 15 jours qui suivent le début d'activité. Pas de panique si vous êtes très en retard. L'administration fiscale, est très souple et tolérante avec le particulier et accepte sans difficulté les régularisations. Donc soit vous le faites sur infogreffe.fr, soit vous le faites sur le formulaire CERFA P0I. Si vous détenez le bien,
seul ou pour des personnes mariées sous le régime de la communauté, ou alors vous êtes sur un formulaire FCMB en cas d'indivision ou pour les personnes mariées sous le régime de la séparation. Et à ce moment-là, vous ferez le choix de votre option fiscale, à savoir le régime du micro-BIC ou le régime réel simplifié, tout en sachant que dans la plupart des cas, 90 des cas, le régime réel est l'option à retenir. Nous avons un petit focus pendant cette heure ensemble où on reviendra sur l'intérêt du régime réel et on comparera le micro-BIC au régime réel pour que vous puissiez bien le comprendre. Je précise toutefois qu'en location meublée, le numéro de sirène est donc obligatoire et même lorsqu'on réalise son activité au micro-BIC. Très souvent ou trop souvent, on nous dit le contraire, mais je vous assure que cette démarche est une démarche impérative à réaliser dès les 15 jours qui suivent le début de son activité. Particularité pour les locations saisonnières. En location vide, en location meublée, pardon, destinée à l'habitation, dès lors qu'on a réalisé les démarches qu'on vient d'évoquer, nous n'avons pas d'autorisation spécifique. Alors, sauf évidemment, mais ça c'est valable pour le fait de louer au sens large. Vous savez que lorsqu'on veut faire de la location tout court en tant que propriétaire investisseur, sur certains territoires, nous sommes soumis au permis de louer. C'est dans l'objectif de lutter contre l'habitat indigne. Dans certains territoires, on a une forte proportion d'habitat indigne et donc, pour pouvoir apporter une notion de contrôle sur ces territoires-ci, eh bien, parfois, on est soumis au permis de louer. Ce permis de louer, c'est soit une démarche d'autorisation à demander ou seulement une déclaration à formuler. Renseignez-vous à la mairie du lieu de situation de l'immeuble pour savoir si vous avez une démarche dans ce sens à faire. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, qu'on soit en location vide ou en location meublée, on doit préalablement s'affranchir de cette première démarche administrative. Mais autrement, nous n'avons pas d'autorisation spécifique. En revanche, en location saisonnière, c'est bien différent. Puisqu'en location saisonnière, nous ne sommes plus sur de l'habitation, on est sur des personnes qui vont consommer ce logement pour un court séjour, à la nuitée ou à la semaine. On a une clientèle de passage et donc ça peut venir troubler la quiétude finalement des occupants dans le cadre d'une copropriété. Donc l'étape préalable, c'est de vous assurer que le règlement de copropriété vous autorise à réaliser de la location meublée saisonnière. L'étape numéro 2, c'est d'obtenir éventuellement un changement d'usage. Là aussi, certains territoires souffrent finalement d'un manque de logement. On va avoir le cas des très grandes villes, hein, notamment Paris, Bordeaux, qui, pour le coup, vont demander à avoir un changement d'usage systématique, hein. Toutes les villes de plus de 200 000 habitants et certaines villes de plus de 50 000, mais qui ont opté pour la taxe sur les logements vacants, eh bien, demandent une autorisation préalable au changement d'usage avant de faire de la location saisonnière. Et en fonction des territoires, vous allez être soumis peut-être à certaines contraintes. Sur Paris, et puis, Bordeaux notamment, eh bien, vous devrez compenser. C'est-à-dire que si vous changez un logement destiné à l'habitation en location saisonnière, eh bien, vous devrez transformer un local qui a une superficie commerciale en logement d'habitation. C'est ce qu'on appelle la règle de compensation. Dans d'autres territoires, je vais prendre l'exemple de Nantes, vous aurez une autorisation qui va vous être fournie uniquement si vous détenez votre bien en nom propre. Ça veut donc dire que si vous le détenez via une personne morale SCI ou SARL de famille, vous ne pourrez pas obtenir cette autorisation. Et elle va vous être délivrée pour un logement pour une période de 4 ans. Au terme des 4 ans, vous devrez renouveler votre autorisation. Dans d'autres territoires, on peut avoir des autorisations pour 3 logements. À Rennes, par exemple, on n'a pas d'autorisation, enfin de règles particulière. Donc là aussi, il faut se rapprocher du lieu de situation de l'immeuble pour connaître, la réglementation applicable et en vigueur. Dans certains territoires, vous allez aussi avoir un numéro de télédéclarant et ce numéro de télédéclarant, il va être à remettre sur l'ensemble de vos annonces. C'est ce qui va pouvoir permettre de contrôler
le nombre de nuitées ou les autorisations spécifiques. Effectivement, sur la démarche en location saisonnière, il existe une exception, c'est les personnes qui louent leur propre habitation. Ils ont la possibilité de faire de la location saisonnière jusqu'à 120 nuitées sans obtenir de changement d'usage. Mais dans ce cadre-là, eh bien, le numéro de télédéclarant va permettre de contrôler les plateformes et dès que vous êtes à 120 nuitées, eh bien, vous n'avez plus de possibilité de communiquer votre annonce. L'option numéro 4, et c'est une option évidemment facultative, mais qui va, pour les personnes qui font de la location saisonnière, va vous permettre d'obtenir un classement si vous le souhaitez, le classement meublé de tourisme. Il va vous permettre des avantages fiscaux, comme des exonérations de taxes d'habitation, de CFE, et puis également de taxes de séjour minorées, de cotisations sociales également minorées. Donc ça peut être intéressant pour certains clients investisseurs, d'opter pour ce classement et notamment dans le cadre de vos premières locations, ça vous permet d'avoir un label, donc un certain nombre d'étoiles qui vont être un gage de qualité. La vraie question, ensuite, c'est lorsqu'on fait de la location meublée, lorsqu'on a indiqué à ces investisseurs qu'ils ont des démarches pour obtenir un numéro de sirène, très souvent, on va nous dire qu'on n'a pas compris la demande parce qu'on ne réalise pas cette activité à titre professionnel, mais dans le cadre de son activité de gestion patrimoniale. On est tout à fait d'accord avec cela. Même à titre patrimonial, vos revenus sont à déclarer dans les bénéfices industriels et commerciaux et donc vous devez avoir cette démarche d'inscription à réaliser pour obtenir le numéro de sirène, quand bien même vous avez décidé d'opter pour le micro-BIC. Mais alors, qu'en est-il et comment devient-on loueur en meublé professionnel? Eh bien, on devient loueur en meublé professionnel uniquement si on remplit deux conditions. Deux conditions de recette, c'est d'avoir au moins plus de 23 000 euros de loyer et que cette source de revenus soit la source essentielle des revenus du foyer. Ça veut donc dire que si j'ai 30 000 euros de revenus locatifs, je vais donc pouvoir peut-être prétendre au statut du loueur en meublé professionnel, mais sous réserve que par ailleurs, mes autres revenus d'activité soient inférieurs aux 30 000 euros. Donc, si j'ai un revenu salarié qui sont de 20 000 euros, eh bien oui, je vais être LMP. En revanche, si j'ai 30 000 euros de revenus locatifs, mais par ailleurs, j'ai un salaire de 50 ou 60 000 euros, eh bien, on est d'accord que mes revenus locatifs sont inférieurs à mes revenus d'activité, donc je reste loueur en meublé non professionnel. Donc, c'est vraiment cette appréciation de vos revenus qui sont pris en considération. Si vous êtes en dessous de 23 000 euros, bah, vous ne vous posez pas de questions. Si vous êtes au-dessus, eh bien, on compare ces revenus locatifs par rapport à vos autres revenus pour savoir si vous êtes LMP. Donc, on peut tout à fait être LMNP et avoir 40 000 euros de revenus locatifs. Parfois, on a des investisseurs qui se bloquent aux investissements par crainte et pensant qu'ils ne peuvent plus faire de revenus d'investissement parce que le fait de dépasser les 23 000 va les faire basculer en loueur en meublé professionnel et ce n'est pas le cas. Quelle est la différence entre loueur en meublé non professionnel ou professionnel? Alors, d'abord, si vous avez un déficit qui est réalisé dans votre activité de location meublée non professionnelle, ce déficit, vous allez pouvoir l'imputer sur les revenus LMNP pendant 10 ans. Si vous êtes en LMP, ce déficit, vous allez pouvoir l'impacter sur les revenus globaux du foyer. Je vois une question de Zoé, 23 000 de recettes. On parle seulement des loyers? Alors, c'est une remarque très importante. C'est 23 000 euros de loyer, charges comprises. Ça vient en complément de la question de Sébastien. Effectivement, c'est bien charges comprises. On est en activité de location meublée. On va donc prendre tous les revenus qu'on va intégrer. Ça veut donc dire que si vous avez reçu également je ne sais pas moi, une indemnité d'assurance pour indemnité, je ne sais pas, de vacances locatives ou autre, eh bien, on va l'intégrer dans les revenus locatifs également. En revanche, quand on va considérer si on est un loueur en meublé professionnel, on va comparer uniquement les loyers
de location meublée. Si vous avez des locations vides à côté, si vous avez 20 000 de locations vides à côté et 3 000 de locations meublées, eh bien, on prendra que les 3 000 de locations meublées. On ne prend pas les revenus fonciers, la location vide étant traitée différemment. Donc, pour revenir sur ce sujet de déficit qu'on vient donc d'évoquer à la différence près, je préciserai seulement que le déficit en location meublée est relativement rare puisque, on va le voir tout à l'heure, le gros intérêt de la location meublée, c'est de venir déduire des amortissements qui sont liés à l'immobilier. Et les amortissements ne peuvent pas concourir à la production du déficit. Donc, à partir de ce moment-là, on a rarement de déficit. En LMNP, lorsqu'on va vouloir vendre son bien immobilier, l'avantage, c'est qu'on va être sur la plus-value privée et la plus-value des particuliers. Ce qui veut donc dire que dès lors qu'on détient son bien depuis plus de 22 ans et plus de 30 ans pour les cotisations sociales, eh bien, on ne paye pas de plus-value. J'achète mon bien 100 000, je le revends 200 000, quand bien même j'ai amorti mon immeuble, eh bien le jour où je vais vendre, et si je détiens mon bien depuis plus de 30 ans, je ne paierai pas de plus-value. Si je vends mon bien au bout des 15 ans, eh bien, je rentre dans la plus-value classique des particuliers, hein, qui est taxée à hauteur de 19 sur la plus-value et 17,2 de prélèvements sociaux, avec un abattement pour durée de détention. En fait, quand on est en LMNP, qu'on vende son bien, qu'on soit en location meublée non professionnelle ou en location vide, à partir du moment où on vend son bien, eh bien, on va être taxé sur les règles du particulier. En LMP, c'est un peu différent. En LMP, on va taxer cette vente sur la plus-value professionnelle. Toutefois, si l'activité a plus de 5 ans, donc si vous êtes reconnu loueur en meublé professionnel pendant au moins 5 ans et que votre chiffre d'affaires est inférieur à 90 000 euros, vous êtes exonéré de plus-value. Alors, vous aurez des cotisations sociales, hein, qui s'appliqueront, mais vous n'aurez pas de plus-value. Le décompte du délai des 5 ans se fera à la date de la signature du premier bail et de la reconnaissance de loueur en meublé professionnel pendant au moins 5 années. 5 années de manière continue ou discontinue, hein, il n'y a pas d'importance. Et ça va venir compléter la question de Justine qui se pose la question, peut-on être LMP une année et LMNP l'année d'après? Eh bien oui, effectivement, on peut être LMP pendant 10 ans et puis il suffit que une année ou 2 années, enfin on a des revenus plus importants ou une baisse tout simplement de loyer, eh bien on est LMNP. Et lorsqu'on va vouloir vendre, eh bien on va apprécier la situation au moment de la vente. Donc, il faudra bien regarder cette situation au moment de la vente. Si vous êtes LMNP ou vous pensez être LMNP cette année de vente, eh bien, il suffira de prendre en considération en fonction de l'année. Si vous avez un doute au moment de la vente, parce que imaginons qu'on vende en février, et en février, on n'a pas toujours connaissance du chiffre d'affaires qu'on va générer sur ses autres activités professionnelles ou son salaire. Et donc, si on a un doute, eh bien, on peut se placer en fonction de sa situation l'année N-1 et demander à régulariser, en fait, post-transaction, dès lors qu'on a connaissance de son année intégrale. Et il n'y aura pas de majoration s'il y a enfin, une taxation supplémentaire. Quelqu'un me dit: «Je ne comprends pas l'acronyme PV, ça veut dire plus-value, plus-value privée». Exonération donc des plus-values. En LMNP, est-ce que nous avons un régime social particulier? Autrement dit, est-ce qu'on paye des cotisations sociales? Eh bien, dans la plupart des cas, non, on n'en paye pas, sauf si on fait une activité de location saisonnière. Effectivement, lorsqu'on fait de l'activité, on réalise une activité de location saisonnière, l'appréciation des démarches est un peu différente. Il faut qu'on ait au minimum 23 000 euros de recettes annuelles. Et dès lors qu'on a 23 000 euros de recettes annuelles en location saisonnière, on est assujetti aux cotisations sociales. Sauf
si vous confiez cette activité à un professionnel de l'immobilier qui a une carte professionnelle. Donc, pour les locations saisonnières, on a des spécificités qui sont liées aux revenus locatifs. Dès lors qu'on fait plus de 23 000, on doit s'affranchir de cotisations sociales. Ça s'était mis en place depuis la loi de finances de 2017 de mémoire, et notamment après un fort lobbying des hôteliers qui considéraient l'activité Airbnb comme une concurrence déloyale et qui demandaient donc à ce que ces loueurs cotisent et aient ces paiements de cotisations sociales comme eux peuvent l'avoir. Quand on est en location meublée professionnelle, dès lors qu'on a cette reconnaissance, on a effectivement les cotisations sociales qui vont également s'appliquer. Je vais détailler un petit d'ailleurs comment elles s'appliquent tout à l'heure, notamment pour la location saisonnière. Pour le loueur en meublé, on va être sur une cotisation minimale de 1 200 €. Et dans ces cotisations, enfin, le calcul est le suivant, c'est que vous avez 40 de votre résultat qui est assujetti aux cotisations sociales. Donc si vous avez, 10 000 € de résultat, eh bien, vous avez 4 000 € de cotisations sociales. Or, en location meublée, on est très, très souvent sur un résultat nul puisque nous avons les amortissements qui viennent gommer la plupart du temps les revenus, locatifs. Et donc dans ce cadre-là, c'est la cotisation minimale de 1 200 € qui s'applique. En LMNP, est-ce que les biens immobiliers sont, taxés à l'impôt sur la fortune immobilière? Alors c'est d'ailleurs souvent un objectif qui est recherché, c'est est-ce qu'on peut sortir son patrimoine, de l'IFI lorsqu'on fait de la location meublée? Alors si on a une reconnaissance LMNP, non, absolument pas. En LMNP, on va pouvoir, pour le coup, dès lors qu'on est en professionnel, peut-être être exonéré, je dis bien peut-être, seulement et seulement si cette activité est votre activité principale et que vous avez un résultat d'activité positif. Autrement dit, si vous avez une activité salariée par ailleurs, l'administration fiscale considérera que ce n'est pas votre activité principale et demandera à ce que ce patrimoine immobilier rentre dans l'assiette taxable de l'IFI. Le seuil des 23 000 pour les loueurs en meublé non professionnel, je viens de le dire, mais je pense que c'est important de le répéter. Peut-on être LMNP et avoir des revenus de location meublée supérieurs à 23 000 €? Oui, évidemment. Dès lors que vous avez vos autres revenus professionnels qui sont supérieurs aux revenus de location meublée, vous restez LMNP même si vous avez 40 ou 50 000 € de location meublée. C'est l'exemple que je donne d'ailleurs juste en dessous. 80 000 € de revenus de location meublée et vous êtes LMNP car vous avez 200 000 € de retraite par ailleurs, par exemple. Le seuil des 23 000 € entraîne-t-il des cotisations sociales automatiquement? Non, ce n'est pas automatique. Vous allez avoir des cotisations sociales uniquement si vous avez une reconnaissance de loueur en meublé professionnel ou alors si vous avez une location saisonnière mais qui n'est pas confiée à un professionnel de l'immobilier. Alors, ces fameuses cotisations sociales pour les saisonniers, comment se passent-elles? Eh bien, dès lors que vous faites plus de 23 000 €, vous avez donc une obligation de vous enregistrer sur soit le guichet entreprise.fr, soit sur le site de l'URSSAF. Il y a le choix entre 3 régimes. Soit le régime de la micro-entreprise, si votre chiffre d'affaires, enfin si vos loyers charges comprises sont inférieurs à 72 600 € ou 176 200 si vous êtes en meublé classé. Et les cotisations, dans ce cas, sont calculées sur le montant des recettes déclarées au taux de 22 ou 6 si vous avez le classement meublé de tourisme. Vous voyez, le classement meublé de tourisme a vraiment son sens dans ce cadre-ci pour les cotisations sociales et notamment sur les seuils de chiffre d'affaires. Vous serez au régime général si les recettes sont inférieures à 72 600 € et si, et dans ce cadre-là, les cotisations sont calculées au taux applicable du régime des salariés sur le montant des recettes après abattement de 60 et la sécurité, sociale des indépendants, c'est le régime qu'on va connaître pour les LMP, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, avec un calcul de 40 sur le montant des bénéfices, avec un montant minimum de 1 200 €. Et j'avais rappelé ici l'exception pour la location saisonnière. Attention, à partir du moment où on a
en location saisonnière, on a payé des cotisations sociales. Ça veut dire qu'on a dépassé les 23 000 € et qu'on a géré soi-même ses activités. La première année, les cotisations sociales vont être calculées uniquement sur les revenus qui vont dépasser les 23 000. C'est une forme de franchise pour la première année pour le montant en deçà des 23 000. En revanche, les années suivantes, les cotisations seront calculées dès le premier euro et même si vous ne déplacez plus les 23 000 €. Alors, quand on est au régime général, la situation, elle est irrévocable. C'est-à-dire que vous pourrez faire n'importe quelle démarche auprès de la sécurité sociale à partir du moment où c'est enclenché. Ça s'enclenchera toujours. En revanche, concernant la sécurité sociale des indépendants, le SSI, vous pouvez faire une demande d'annulation qui pourrait vous être attribuée. Nous l'avons déjà testé. On sait que les délais de traitement sont extrêmement longs. Il faut compter plus ou moins 18 mois, mais en tout cas, vous pourrez euh, obtenir probablement, en tout cas, votre demande pourra recevoir probablement une suite favorable. Cette couverture sociale, qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Eh bien, elle a l'avantage de vous apporter une couverture sociale. Donc, si c'est votre objectif ou si vous n'avez pas d'activité professionnelle par ailleurs, c'est quand même intéressant pour vous. Et deuxième point, elle va vous permettre de valider des trimestres de retraite, au moins 3 trimestres, ce qui est intéressant pour vous. Donc, dans les cotisations minimales, vous allez valider 3 trimestres de retraite et dès lors que vous avez 6 342 €, eh bien, vous allez pouvoir valider 4 trimestres de retraite. Donc, pour les personnes qui sont non résidents, ça peut être intéressant, ou pour ceux qui n'ont pas d'activité par ailleurs, d'avoir cette couverture sociale. Maintenant qu'on a abordé le sujet des cotisations sociales, on va aborder le sujet, celui qui vous anime le plus, de l'option pour le régime réel ou le régime du micro-BIC. Quel est l'intérêt pour vous d'opter dans l'un ou dans l'autre des cas? Il faut d'abord savoir que cette option, je vous l'ai dit, elle va se faire au moment où vous allez déclarer votre activité ou régulariser votre activité. Opter pour le régime du micro-BIC va vous permettre d'avoir un abattement de 50. C'est déjà relativement intéressant qu'on se le dise par rapport à la location vide où vous avez seulement un abattement de 30. Et bien souvent, les propriétaires ont très peu de charges au bout d'un certain temps. Donc, cet abattement est intéressant. On a pris un exemple assez parlant, c'est l'exemple d'un cas d'un client qui génère 20 000 € de revenus locatifs sur un bien de 231 000 €. C'est quelqu'un qui fait de la location saisonnière et qui avait donc se posait la question entre le régime du micro-BIC et le régime réel. On voit qu'on est quand même sur un rendement locatif qui est très, très important et qu'on n'a pas d'intérêt d'emprunt. Et l'objectif, c'était justement de vous montrer qu'on n'avait pas d'intérêt d'emprunt et même sans intérêt d'emprunt, le régime réel a tout son sens parce qu'en fait, l'amortissement à lui seul gomme entre 40 et 80 % des revenus locatifs, même sur les biens neufs, je dirais parfois 100 % des revenus locatifs. Et ici, vous voyez, il gomme 17 231 €, auquel on a déduit une taxe foncière, auquel on a déduit une assurance propriétaire non occupant. Et les éléments que nous avons déduits ont permis, en tout cas à ce client, de ne pas payer d'impôts sur ses revenus locatifs. Donc, en formulant la bonne option du régime réel, eh bien, il a gagné 4 720 € d'impôts sur ses revenus locatifs. Ce client est dans une tranche marginale d'imposition à 30 %, donc il était taxé à 10 000 sur la base des 10 000 €. 30 sa TMI, 17,2 de prélèvements sociaux, donc soit 47,2 qui part directement en imposition directe et qui viennent évidemment amputer votre rendement locatif. L'option pour le régime réel, 90 des cas, va vous faire économiser de l'impôt et dans 85 des cas, nos clients ne payent plus d'impôt sur vos revenus locatifs. Et quand bien même le bien, vous le détenez depuis des années. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va amortir au passage à l'actif. Donc, si vous démarrez votre activité locative aujourd'hui et que vous avez eh bien, une valeur de bien, parce que l'expertise, enfin
la valeur vénale du bien est de 230 000 aujourd'hui, alors que ce bien, vous l'avez acheté il y a peut-être 10 ou 15 ou 20 ans et qu'il en valait seulement 150 000, eh bien, on va prendre la base à ce jour, à compter du jour du démarrage de l'activité. Donc, votre base est la valeur vénale au jour où on va apporter le bien à l'actif. Ce point est parfois contesté. Je vous assure qu'il est pourtant véritable puisqu'il est notifié dans le BOFIP, qui est notre Bible en tant que professionnel, et qui a été validé par le Conseil d'État en 1976. Donc, ce n'est absolument pas une nouveauté. Donc, c'est important. Et comment on va faire, nous, pour déterminer l'amortissement? Il faut quand même savoir que l'amortissement s'adapte en fonction du bien. Mais de manière globale, on va plutôt être sur cette grille-là, c'est-à-dire que le terrain ne s'amortit pas, mais après on prend 45 de la valeur du bien qu'on amortit sur 50 ans, 10 de la valeur du bien qu'on amortit sur 20 ans et 30 sur 15 ans. Quant au mobilier, on l'amortit entre 5 et 10 ans, donc on est plutôt sur une moyenne de 7 ans. Je vois, une question. Âgée de 65 ans, je désire faire de la location LMNP. J'ai l'intention de donner l'usufruit de mes biens locatifs à mes 2 enfants et de conserver l'usufruit dans le cadre d'une donation partage. Alors je pense que vous envisagez plutôt de donner la nue propriété probablement à vos enfants. Alors, dans un cadre comme celui-ci, il y a une nouveauté en 2019, c'est qu'on a la possibilité d'amortir l'usufruit. Le calcul est un petit peu différent. On va prendre la valeur de votre usufruit, la valeur de votre bien, et en prenant en compte la table de la mortalité. Et on est en capacité, en tout cas, de nous vous donner le montant de l'amortissement, mais enfin du montant que vous allez pouvoir amortir. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour les investisseurs parce que vous allez pouvoir continuer d'amortir tout en vous conservant l'usufruit, ce qui n'était pas possible avant 2019. Donc, ce sujet, si vous vous interrogez, Marie, n'hésitez pas à nous consulter. Vous pouvez bénéficier d'un rendez-vous gratuit, hein. Je vais le voir à la fin, d'ailleurs, et expliquer les solutions qu'offre Amarissimo. Mais on va pouvoir vous faire une simulation et une projection dans ce cadre-là avec, en tenant compte du démembrement. Les loyers exonérés, alors c'est aussi une question qui nous semble assez importante. En location meublée, est-ce que nous avons des loyers qui sont exonérés? Alors oui, d'abord sachez que si vous faites moins de 760 € de revenus locatifs TTC, vous n'avez pas besoin de les déclarer. Ensuite, dans un autre cas et sous réserve de, respecter les 3 conditions cumulatives suivantes, vous pouvez être exonéré de, déclaration de revenus locatifs. Notamment si le logement que vous louez représente la résidence principale du propriétaire et la résidence principale du locataire. Autrement dit, si vous louez une partie de votre habitation principale. Toutefois, le prix de la location doit être raisonnable. Et ce qui est considéré comme un tarif raisonnable, ce sont les tarifs affichés après, soit 192 € pour les locations et sous-locations réalisées en Île-de-France par an et par mètre carré, ou 142 € dans les autres régions. Autrement dit, si vous louez une chambre de 11 mètres carrés à Paris et que le loyer annuel est inférieur à 2112 €, eh bien, vous pourrez tout simplement ne pas déclarer ces revenus locatifs. Donc voilà les grandes questions, qu'on va se poser. Je vais essayer de prendre quelques questions tout à l'heure. L'autre étape, c'est quand est-ce que je dois me faire accompagner? Alors et qui peut m'accompagner dans, soit un investissement en LMNP, soit sur le sujet de la location meublée? Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est quand dois-je me faire accompagner? Dès la signature de l'acte si vous faites des investissements en résidence de service ou lors de la première mise en location lorsque vous décidez ou de la livraison du bien si vous êtes sur un bien neuf, ou première mise en location lorsque vous décidez de passer de location nue en location meublée. Nous, on vous invite à prendre contact avec Amarissimo ou échanger avec un conseiller en gestion de patrimoine qui est grandement habilité pour répondre à ce genre de questions. Au travers, Amarissimo pourra vous conseiller au travers d'un rendez-vous, premier rendez-vous conseil gratuit. Donc, il n'y a pas
de problème. Vous avez 30 minutes pour échanger avec un expert dès lors que vous avez un bien immobilier ou que vous êtes en signature d'un compromis. Si vous nous appelez juste pour avoir de l'information et un conseil, mais plutôt générique, qui n'est pas lié à un bien immobilier que vous détenez, eh bien là, en fait, on fait facturer nos prestations, puisque sinon, on se retrouverait très facilement avec la hotline de l'administration fiscale. Donc, Amarissimo vous offre un premier rendez-vous conseil gratuit. N'hésitez pas à consulter nos équipes, à demander des devis. On a des devis qui peuvent être faits de manière personnalisée. En tout cas, Amarissimo met à sa disposition pour vous des simulateurs que vous retrouvez sur notre site amarissimo.fr. Ce simulateur va vous permettre de comparer la location nue et la location meublée ou alors le régime du micro-BIC versus le régime réel. En saisissant quelques informations, vous récupérez immédiatement, de manière instantanée, la simulation par rapport à votre situation. Ensuite, nous avons un blog sur notre site sur lequel nous avons bon nombre d'articles qui vont pouvoir répondre à vos interrogations. Et enfin, nous avons notre chaîne YouTube où nous publions toutes les 2 semaines une nouvelle vidéo sur la location meublée ou sur les investissements locatifs au sens large et comment réduire vos revenus ou optimiser vos revenus locatifs. On décrit les étapes, le bail, les aménagements, la fiscalité. On vous tient informé de l'actualité juridique et fiscale. Je vois une question notamment de Julien sur la colocation avec les baux individuels. Conseillez-vous que chaque preneur assure ou que le propriétaire s'en charge avec refacturation? Alors, je dirais qu'il est probablement plus simple d'un point de vue gestion en colocation de, de le gérer, enfin que le propriétaire le gère et refacture à l'occupant. C'est beaucoup plus simple à mon sens. Maintenant, tout dépend qui sont vos colocations et comment vous organisez votre colocation, hein. Attention sur le bail individuel, d'ailleurs en colocation, nous avons une vidéo sur ce sujet sur notre chaîne. Je vous invite à la regarder. Nous donnons tout un tas de petits conseils. Nous ne pouvons pas systématiquement faire des baux individuels en colocation. C'est un petit point d'alerte que je vous profite de glisser. J'ai un bien qui me rapporte en meublé 8 000 € et il me coûte 2 000 € d'impôts par an. Je veux bien rendez-vous gratuit. Bien, n'hésitez pas à prendre rendez-vous directement avec un conseiller sur notre site, Cédric. On va avoir le plaisir de pouvoir y répondre. J'aimerais voir d'autres questions. Malheureusement, en fait, j'ai un… Si je fais ça… Ah, c'est bon. Je vois une question de Justine. Si j'ai 2 biens, puis-je être au micro pour un et au réel pour l'autre, sachant que l'autre est ma résidence principale louée en été, donc j'imagine pas d'amortissement. Alors, on peut tout à fait amortir même sa résidence principale. Ça, c'est tout à fait possible. En revanche, on ne peut pas, au sein d'une même personne, avoir micro d'un côté, réel de l'autre. Je rappelle, c'est une seule et même activité dans laquelle vous avez plusieurs biens immobiliers. Donc, l'option que vous allez formuler, c'est pour l'ensemble des biens immobiliers. Mais Justine, si vous vous posez la question, n'hésitez pas à prendre contact, soit faire une simulation ou soit prendre contact avec un conseiller. Il vous donnera précisément et avec toute impartialité l'option qui va être le plus adaptée pour vous. Quid de la vente des biens en étant LMNP ou LMP? Sébastien, je pense qu'on y a répondu. En LMNP, on est sur la plus-value des particuliers, donc on n'a pas de reprise de l'amortissement. En LMP, on va être dans la plupart des cas exonéré de plus-value dès lors qu'on a une activité depuis plus de 5 ans et un chiffre inférieur à 90 000 €. Toutefois, on aura des cotisations sociales qui seront calculées sur les amortissements qui ont été pratiqués. Sébastien, on a des vidéos qui sont mises à disposition sur notre chaîne J'optimise mes revenus locatifs qui traitent précisément avec un cas précis du calcul de la plus-value professionnelle pour les LMP. N'hésitez pas à aller la regarder. Ella qui a une question, si on a monté un LMNP en 2015, puis on arrête pour l'habiter soi-même pendant 3 ans, puis on reprend un LMNP en 2022, quelle valeur du bien est retenue comme base pour amortissement? Eh bien, en fait, quand on a arrêté son activité
en 2018, on a fait un bilan de clôture, on a prévenu l'administration fiscale pour lui dire qu'on avait arrêté. Et puis, si on recommence cette activité en 2022, eh bien, on va rouvrir un bilan et on va reprendre la valeur de 2022. On doit, nous l'oublions pas, en comptabilité, avoir une comptabilité sincère et qui doit reprendre les éléments les plus comparables avec la situation, le plus sincèrement possible. Donc la valeur en 2022, c'est bien la valeur à prendre en compte. Peut-on passer du micro-BIC au BIC réel en cours d'un LMNP? Bien sûr, Arnaud, il y a absolument, on peut changer d'option. Alors, quand on est au micro-BIC pour le régime réel, on va pouvoir changer d'option jusqu'à la date de déclaration de ses revenus locatifs. C'est une nouveauté de la loi de finances, c'est-à-dire que pour 2022, eh bien, vous aviez jusqu'à la date de votre déclaration de revenus pour pouvoir formuler votre option au régime réel. Toutefois, n'hésitez pas à tenter une option malgré tout. Nous, nos équipes tentent régulièrement auprès de l'administration fiscale et reçoivent dans la plupart des cas des suites favorables. Je crois que 90% des cas ou 95% des cas, on a obtenu un retour positif. Donc, tentez-le. Si vous vous rendez compte en 2022 de votre volonté d'opter pour le régime réel et profitez d'un rendez-vous avec nos conseillers en fiscalité. Ils vous donneront toutes les astuces pour pouvoir obtenir une suite favorable. Alors, si le montant des dotations aux amortissements annuels dépasse les seuils pour ne pas pénaliser les bénéfices, le montant restant peut-il être déduit les années suivantes? Oui, Michel, les amortissements sont stockés de manière indéfinie. C'est la bonne nouvelle, contrairement au déficit. Vous avez un compte d'amortissement dans lequel on va pouvoir venir puiser indéfiniment pour pouvoir effacer vos revenus locatifs. C'est bien la raison pour laquelle on a tendance à dire que les revenus de location meublée sont nets d'impôts entre 20 et 30 ans grâce à ce stock. Je vois peut-être une dernière question de Cédric qui arrive. Tac. J'en profite pour répondre à Fabienne, Aurélie. En effet, Fabienne, vous aurez le lien du replay dans le mail qui va vous être envoyé dès qu'on va avoir terminé la webconférence. Donc, vous pourrez tout à fait revisionner le début du live. Je vois une question d'Anna. Après le PAX, faut-il déclarer les deux biens LMNP qu'on déclarait séparément avant? Alors, Anna, normalement, alors, tout dépend en fait, tout dépend de votre situation. Là aussi, peut-être je vous invite à prendre rendez-vous avec un conseiller. Normalement, enfin, désormais, quand on est sous le régime du PAX, c'est le régime de la séparation qui s'applique de plein droit. Ce qui veut donc dire que vous avez vos biens d'un côté et monsieur a ses biens ou madame a ses biens de l'autre. Donc, dans ce cadre-là, il ne faut rien changer. En revanche, si vous faites une acquisition commune entre-temps et que vous n'êtes pas sous le régime de la séparation, eh bien, il faudrait déclarer le bien au nom de la communauté. Alors, je regarde. Si on remplace un équipement réfrigérateur ou autre, doit-on le faire le chiffrage des meubles? Alors, pour le chiffrage des meubles, une attestation sur la valeur du mobilier est suffisant. En tout cas, nous, on l'autorise parce que vous imaginez que quand on achète du mobilier d'occasion, eh bien, cet achat, il doit pour autant être déduit, mais on n'a pas de facture parce qu'on l'a acheté à un particulier. Donc, on peut le faire sans problème. Un investisseur non résident peut-il bénéficier de la couverture maladie? Alors, David, oui, tout à fait. À partir du moment où il est LMP, où il fait de la location. Alors, quand on est non résident, c'est d'ailleurs un peu, spécifique parce que dès lors qu'on dépasse les 23 000 €, on est obligatoirement LMP, donc on a obligatoirement cette couverture. Et donc, cette couverture va vous permettre de bénéficier de la couverture sociale en France, sécurité sociale, et des 3 trimestres de retraite. Les impôts que l'on peut gommer sur les revenus locatifs comprennent-ils la CSG? Alors, en fait, les impôts, c'est votre base taxable qui est minorée. Votre base taxable, si vous avez 10 000 de base taxable, eh bien, vous allez avoir une tranche marginale d'imposition
qui va être taxé, qui va imputer. Si vous êtes à 30%, on va prendre 30%. Et vous allez avoir de la CSG, CRDS à hauteur de 17,2%. Donc, vous allez être taxé à 4 720 € dans mon exemple. En revanche, si vous optez pour le régime réel et que vous avez des amortissements et que vous gommez totalement, votre base taxable, elle est de 0. Donc, en fait, même si vous avez 17,2% de 0, ça fera toujours 0. Alors, Audrey, quels sont les tarifs de nos prestations? Je vous invite à prendre rendez-vous avec nos conseillers. On peut avoir des spécificités entre la colocation, location saisonnière ou autre. Mais sachez que lorsqu'on adhère à un centre de gestion agréé, avant, alors le 30 juin pour cette année, mais on peut bénéficier d'une réduction d'impôt sur nos frais de comptabilité. Vous vous faites rembourser 2/3 de nos frais de comptabilité. On a tendance à dire que nos frais vous coûtent plutôt autour des 200 € TTC net finalement après cette fameuse réduction d'impôt, tout en sachant que le net à charge est déductible. Si j'étais LMNP en micro, lorsque je passe en LMNP au réel, puis-je déduire les amortissements du mobilier et les travaux réalisés? Alors, les travaux réalisés, non, pas forcément, puisqu'on va prendre la valeur de votre bien à ce jour et la valeur de votre bien va prendre en compte les travaux réalisés. En revanche, on va bien pouvoir amortir le mobilier, effectivement. Audrey Laurent, avant le 30 juin, oui. En adhérant à un centre de gestion agréé avant le 30 juin. Alors, l'échéance est très courte puisque c'est demain. Mais n'hésitez pas dans ce cadre-là à nous contacter très, très rapidement. Je pense qu'on aura même des disponibilités dans la journée. On peut faire la préinscription à un centre de gestion agréé ou faites vous-même une préinscription à un centre de gestion agréé. Vous n'aurez pas les numéros de SIRET, vous n'aurez probablement pas tous les éléments, mais allez sur un CGA et inscrivez-vous. Et du moment que vous êtes déjà préinscrit, ce sera bon. Après, c'est le paiement de la cotisation qui valide votre inscription. Où sont situés vos bureaux? Alors, on a des bureaux, notre siège est à Guérande. Nous avons la chance de travailler proche de la mer. Nos sièges et l'essentiel de nos activités sont à Nantes, mais nous avons aussi des bureaux parisiens, lyonnais, et nous travaillons surtout de manière totalement digital, ce qui veut donc dire que vous avez votre conseiller, mais vous avez un outil 100% en ligne sur lequel vous venez déposer l'ensemble de vos documents, vos factures de loyer, pour que nous puissions collecter notre matière première, hein, vos factures et vos quittances de loyer, pour réaliser les bilans comptables. Si nous passons par vos services, calculez-vous les cotisations CLMP? En fait, c'est pas nous qui calculons les cotisations, mais par contre, on va vous dire quel est le montant. On va pas créer le compte URSSAF, il va falloir faire un courrier, c'est un peu spécifique, mais on peut vous accompagner en tout cas pour le faire. Et pour le calcul de celui-ci se fait sur le résultat fiscal ou comptable. Je crois que c'est différent. Vous avez raison, c'est sur le résultat comptable que doit se pratiquer les cotisations sociales. Il y a une différence. Et je pense qu'on a répondu, en tout cas, à une grosse partie de vos questions. N'hésitez pas à nous solliciter. Nous, vos questions, ce sont des sujets sur lesquels on essaie de répondre aussi à travers de vidéos sur notre chaîne YouTube. Donc, je vous invite à vous inscrire. Tout à fait. Merci Aurélie. Je remets, j'en profite, je l'ai déjà mis, mais les liens dans le chat de la chaîne YouTube et de la page pour prendre rendez-vous avec l'un de nos conseillers. En effet, Aurélie, tu as répondu à la grande majorité des questions, mais vous en avez beaucoup dans ce genre de live. Donc, n'hésitez pas à contacter un de nos conseillers qui saura vous répondre en fonction de votre situation propre et de votre projet d'investissement. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir été aussi nombreux, à vous rappeler que le replay vous sera bien envoyé par mail d'ici quelques minutes dès lors qu'on aura terminé cette webconférence. Et puis à vous dire à très bientôt pour un nouveau rendez-vous à Marissimo. Merci Aurélie. À bientôt, au revoir.